Bonjour tout le monde. Bonjour aux exposants, aux participants, aux délégations, aux partenaires. Bonjour à vous, chers panélistes, et bienvenue à Montréal Connect 2021. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce matin à cette table de discussion organisée par ID Afrique et 10 000 codeurs sur les enjeux et les défis de la transformation numérique en Afrique. Alors, je me présente rapidement. Mon nom est Raoul Tamekutsoa. Je suis le directeur et fondateur d'ID Afrique, un institut de recherche et de conseil en politique publique basé à Montréal. Pour l'animation et la présentation de cette table ronde ce matin, je serai accompagné par Douglas Biandou, à qui je cède la parole pour se présenter et introduire nos panélistes. Alors, bonjour mon cher Douglas, à toi la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Raoul, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis très content d'être avec vous pour plusieurs raisons. Merci à toute l'équipe d'MTL Connecté. C'est vraiment une organisation excellente. Et vraiment, merci à toi Raoul d'avoir pensé à 10 000 codeurs pour effectivement compléter le travail de dispositif que tu as mis en place. Et je salue encore le travail que tu réalises avec ID Afrique. Alors, je suis Douglas Mbiandou, ingénieur de formation, président de l'association 10 000 codeurs. J'ai 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié dans le développement d'applications, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. J'ai choisi de donner du sens à ma carrière en devenant un repère pour la jeunesse du continent. Je vais donc présenter, j'ai l'honneur de présenter nos intervenants de très grande qualité. L'Afrique est représentée. L'Afrique, le Maghreb est représenté, l'Afrique subsaharienne est représentée et je vais prendre le temps de présenter nos intervenants. On va commencer par une grande dame qui est avec nous du côté du Sénégal. Du côté du Sénégal, Mame Fatou, bonjour. Bonjour Douglas. Alors, Mame Fatou, tu as plus de 10 ans d'expérience dans les projets informatique, nouvelles technologies. Tu es diplômé de Télécom Paris-Tech. Tu as commencé ta carrière en fait chez Microsoft France. Tu as occupé plusieurs postes, notamment dans le secteur du cloud. Ces postes t'ont permis de participer à la transformation digitale de plusieurs entreprises du CAC 40 et de certains États africains. En 2017, tu quittes la France pour l'Afrique et à travers la filiale africaine de Microsoft en tant que Partner Sales Executive. Aujourd'hui, Mame Fatou, tu es Senior Partner Development Manager chez Microsoft Afrique. Je sais aussi que tu as un engagement très fort pour l'autonomisation des femmes. Nous t'avons accueilli chez 10 000 codeurs dans le Women Empowerment. Et vraiment, bienvenue à toi. Merci Douglas. Alors, Cédric est avec nous. Cédric, bonjour. Bonjour. Alors, cette fois-ci, on est du côté du Bénin. On part du Sénégal, on arrive au Bénin. Cédric, tu es un passionné des nouvelles technologies. Tu es également docteur, d'accord? C'est docteur Cédric Degbo, s'il vous plaît, d'accord? Tu es spécialiste dans les problématiques sanitaires de l'Afrique. C'est vraiment des passions que tu as. Tu es médecin. Tu fondes, ça c'est intéressant, un médecin entrepreneur. Tu fondes en 2017 la start-up REMA dans le but de réduire l'incidence des erreurs médicales sur le continent. Je suis très content de t'accueillir. Bienvenue. Merci. Alors, on a un point commun, c'est qu'on a un partenaire local au Burundi aussi, qui est commun, avec le KitHub. Exactement. On quitte du Bénin et on va au Maroc. Bonjour Hamza. Salam alaikum. Alaikum salam Hamza. Hamza, tu es né au Maroc, tu as étudié en France, tu as obtenu un master en management à HEC Paris et un master en sciences de l'éducation à la Sorbonne. Donc voilà, il cumule, hein. Ingé, management, sciences de l'éducation. Ça dresse déjà le périmètre. Depuis 10 ans, tu t'investis, et j'en suis témoin, pour mettre en œuvre des solutions innovantes d'employabilité dédiées à la jeunesse africaine, que ce soit au niveau associatif, au niveau entrepreneurial, dans le secteur de la formation, de l'éducation. Je le sais, tu as l'éducation dans la peau et tu veux participer dans une coopération internationale, d'accord, pour mettre en place potentiellement des politiques publiques pour avoir du résultat. Bienvenue à toi, mon frère. Merci beaucoup, merci pour l'accueil.
Très honoré. Sénégal, Bénin, Maroc, Cameroun. Bonsoir, Constant. Bonsoir Douglas. Alors, Constant, tu es ingénieur-chercheur à Ericsson et tu es spécialiste de data science. Tu as supervisé plusieurs projets de recherche et d'innovation réalisés en collaboration avec des universités canadiennes sur le développement des nouvelles technologies d'architecture pour la digitalisation des plateformes réseaux mobiles 4G, 5G via des technologies comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le cloud computing. Donc, en gros, tu es vraiment dans l'industrie 4.0. Tu as travaillé sur le développement d'un modèle d'évaluation de la qualité d'expérience des applications, donc industrie 4.0. Tu as travaillé sur les réseaux de transport intelligents, les villes intelligentes, les réseaux électriques intelligents. Donc, tu as plusieurs brevets, j'en ai 5. Tu as des dizaines de publications dans des revues scientifiques. C'est du lourd, hein. C'est du lourd. Et nous, Dimecodeur, c'est que du lourd. Et puis, effectivement, tu as ton invention, hein, le Mobile Digital Identity, a intégré le standard Mobile Connect du GSMA et a valu le prix Innovation, produit 2016 de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec. Bonsoir, Constant. Bonsoir, merci. Alors, je repasse la parole à Raoul. Merci Douglas, merci pour ta dynamique présentation et je dois dire que je suis toujours autant impressionné, émerveillé par la diversité, la richesse, la variété des profils de nos panélistes. Alors, nous avons là 4 pays, nous avons 4 trajectoires, 4 regards de la transformation numérique. Sans plus tarder, je vais me lancer aux questions. J'avance un petit peu les règles. Nous avons préparé 2 questions pour vous, 2 grandes questions, préparées une par ID Afrique et l'autre par Dimecodeur. Donc, je vais poser une question et je vous invite à y répondre. On va faire un tour de table et ensuite échanger autour des réponses s'il en est besoin. Et après, je vais passer à la deuxième question. Donc, si le plan de match vous convient, je vais engager les choses. Ça va? Ok, super. Engageons, Raoul, engageons seulement. Allons-y. Alors, c'est une tendance qui est latente, hein, et qui précède la pandémie de la COVID. Mais la pandémie de la COVID a propulsé, a accéléré l'impératif de la transformation, de la réorganisation des manières de travailler, des manières de s'organiser à travers le monde pour les entreprises, les États, les organisations publiques et privées. Donc, ce contexte-là a permis à la révolution digitale, la révolution numérique, la 3e révolution industrielle, comme on l'appelle, de s'affirmer et de prendre corps et visage. Mais si c'est une tendance mondiale, tous les pays ne sont pas sur la même ligne de départ, si on envisage ça comme une cause. Parce que la révolution numérique est une révolution technique et technologique, c'est une révolution politique, économique, c'est une révolution sociale, anthropologique, culturelle, c'est même une révolution sociétale. Donc, les défis, les enjeux, les difficultés varient d'une région à une autre, d'un pays à un autre, selon ses ressources, ses avantages, son niveau d'engagement politique et institutionnel. Alors, ma question est la suivante. Première question à vous, chers panélistes. Comment est-ce que l'Afrique se situe dans ce tournant digital? Comment est-ce que la révolution numérique se manifeste en Afrique dans un contexte post-Covid? Quelles sont les principales difficultés, les principaux défis de la transformation numérique? Et c'est très important parce que vous avez une expérience, une expertise dans des domaines différents. Donc, ça nous offre l'occasion de parcourir des expériences différentes. Donc, c'est ça. Dans un contexte post-Covid, le tournant digital en Afrique, comment se manifeste-t-il? Quels sont les défis? Et aussi, quels sont les points positifs? Parce qu'on dit dans le gap numérique, l'Afrique est souvent
On dit l'Afrique est souvent très en arrière. Est-ce que dans la nouvelle révolution digitale, l'Afrique est-elle aussi en arrière que ça? Est-ce qu'on doit tout recommencer en Afrique? Quels sont les éléments positifs dans vos différents pays, dans vos différents domaines? Je vous remercie. C'est beaucoup de questions, mais ça se résume à quelques idées. Je vous remercie si c'est trop long. Donc, on va commencer par Mme Fatou, honneur aux dames. Si tu le veux bien, oui. Oui, merci beaucoup, Raoul. C'est une question très intéressante, en fait, dans le sens où nous avons connu le continent africain avant la pandémie et le continent africain après la pandémie. Pourquoi avant? Parce qu'avec cette pandémie-là, l'Afrique a révélé son potentiel. On a vu l'innovation, la créativité qui a été stimulée à travers le continent. Donc aujourd'hui, les gouvernements sont vraiment conscients du levier de croissance que constitue la transformation numérique pour l'Afrique, à la fois pour les femmes, pour cette jeunesse, mais aussi pour les entreprises. Et dans les entreprises, ils doivent aussi sentir le support du pouvoir public pour mettre en marche en fait leur projet de transformation numérique. Les ambitions sont là, un constat est là. Il y a eu des progrès qui ont été effectués au niveau des infrastructures nécessaires aujourd'hui pour supporter cet élan de transformation numérique. Cependant, c'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de défis et de transformation numérique, il y a plein de secteurs concernés en Afrique. Il y a l'agriculture, il y a l'éducation, il y a les secteurs bancaires et j'en passe. Donc, si on prend au niveau macroscopique, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, si on prend les micro-initiatives aujourd'hui en cours sur le continent africain, il y a d'énormes progrès qui ont été effectués. Maintenant, la question, c'est comment mettre en musique les micro-initiatives aujourd'hui en cours en Afrique et qui marchent bien, comment greffer ça au niveau macroscopique pour avoir une stratégie qui tient la route et qui permet au continent d'être au top de sa transformation numérique. Les challenges il y en a beaucoup. Aujourd'hui, si je prends l'aspect infrastructure, heureusement, il y a l'Internet mobile qui a permis l'accès à la connexion et aux services numériques pour la population. Mais encore, cette infrastructure phare n'est pas aujourd'hui décentralisée pour que les zones rurales aient accès et puissent exploiter leur potentiel comme aujourd'hui le fait la population qui se trouve dans les zones urbaines. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième, je parlerai plutôt en fait de la mise à niveau des compétences, à la fois au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, mais aussi au niveau des entreprises. On parle de transformation numérique, on ne parle pas de rupture. Donc, chaque acteur doit se poser les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, mes employés, mes citoyens, ma jeunesse a les compétences qu'il faut pour aborder et être pertinent pour le marché du futur? Aujourd'hui, nous avons un gap, et moi, je le vois de ma fenêtre Microsoft, qu'aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires qui ont besoin des jeunes avec des compétences numériques avancées. Il y a des initiatives aujourd'hui en cours, par exemple, que Jimmy Coder est en train de mener, Hamza de son côté pour la chaîne de valeur, mais aussi pour une meilleure éducation adaptée et en adéquation avec nos ambitions économiques. Donc, il faut qu'on continue ce genre d'initiative-là pour pouvoir réduire le gap entre ce dont le monde actuel a besoin et ce qu'on a sur le marché, parce que c'est ça qui va nous donner de la valeur ajoutée. L'autre point, ça va être plus sur comment nos pouvoirs publics vont tirer profit de cette transformation numérique, eux aussi pour innover et proposer les services à forte valeur ajoutée aux populations. Donc aujourd'hui, la transformation numérique dans le continent africain, à différents niveaux, a une maturité différente. Et je dirais maintenant que les entreprises du secteur privé sont en avance. Cependant, ils ont besoin que les politiques, les cadres réglementaires, tout soit revu pour qu'il y ait l'environnement idéal pour pouvoir supporter cet élan de transformation numérique. Génial. D'accord. Merci, Mme Fatou. Quelle entrée vraiment édifiante et riche. Elle a mis la barre haut, hein, les gars. Bon, je vais passer la parole à Cédric, là, et il va pouvoir nous dire ce qu'il en pense de son point de vue
du Bénin autant que de son expérience de REMA et de médecin. Donc, c'est un défi extrêmement compliqué de passer après Mme Fatou, après son entrée vraiment extraordinaire. Elle a vraiment bien élucidé le sujet, évoqué les différents points, mais ceci dit, je vais quand même essayer d'apporter un peu mon regard sur la problématique de la transformation numérique en Afrique. Pour moi, l'Afrique ne part pas de zéro. Elle ne part pas de zéro, mais il faut avoir l'honnêteté d'avouer qu'elle part de très loin. De très loin et principalement à cause de deux ou trois facteurs, à mon sens. Comme l'a dit notamment Mme Fatou, il y a certes le problème de connectivité, de la disponibilité du haut débit de manière inclusive pour tout le monde, aussi bien dans les zones urbaines que rurales, qui n'est pas effectif aujourd'hui. Il y a ça, mais pour moi, il y a encore un autre problème beaucoup plus systémique, qui est le taux d'alphabétisation encore très bas en Afrique, qui fait partie justement des plus bas du monde encore aujourd'hui, qui empêche toute démarche de développement majeur. C'est juste impossible de faire, numérique ou pas, c'est juste impossible de faire quelque chose. On ne peut même pas mettre des signalisations dans l'aéroport et être sûr que tout le monde va se retrouver s'il n'y a pas un taux d'alphabétisation correct. Une population où 80% ne sait pas lire ni écrire, ça ne sert à rien de mettre des écrans dans un aéroport. Ils ne vont jamais pouvoir s'en sortir. Donc, c'est très important. Pour moi, je pense que l'alphabétisation au niveau macroscopique, c'est très important de pouvoir régler ce problème-là. Je n'ai pas la solution miracle contre ça ou bien pour ça, malheureusement, mais ça fait partie des facteurs. Donc, deuxièmement, la connectivité. Et troisièmement, je vais évoquer comme Mme Fatou, le problème de ressources humaines, la disponibilité sur le marché africain des compétences. Moi, je transpire beaucoup. Je viens de quitter le Canada. Je tombe dans du 35 degrés au Bénin. La transition est très difficile pour moi. Et donc, voilà, selon moi, les faiblesses, on va dire, de l'Afrique, et ce qui crée un gap entre notre continent et notamment les pays occidentaux. Néanmoins, ceci dit, la crise du coronavirus a donné quand même un coup de pouce, ou en tout cas a obligé, on va dire, nos décideurs à prendre ou à accélérer en fait la transformation numérique qui était, comme tu l'as dit Raoul, en cours déjà, notamment au Bénin. Moi, je vais parler de mon pays que je maîtrise le mieux, et qui depuis justement la dernière année, donc 2020, a essayé de digitaliser de manière vraiment importante et massive quasiment l'ensemble des services publics apportés à la personne, qui fait qu'aujourd'hui, malgré les restrictions liées au voyage, malgré les restrictions liées au rassemblement massif qu'il y avait dans les administrations, aujourd'hui, depuis ma maison, je peux demander n'importe quelle pièce, quasiment me concernant, et même quelqu'un de la diaspora peut faire les démarches depuis son pays d'expatriation, ou en tout cas son pays d'adoption, pour avoir cette pièce nationale. Donc, c'est quand même une valeur ajoutée. Et autre chose aussi, le système éducatif. Le Covid a également accéléré ce système parce que nos dirigeants ont investi pour que les étudiants et les élèves puissent continuer leur cursus académique pendant la période de Covid et consulter les résultats de leurs examens pendant cette période-là. Donc, je pense que l'Afrique part de loin, mais il y a quand même de l'espoir, il y a quand même un effort qui est fait à divers niveaux par les dirigeants. Voilà. Merci Cédric. Tu as dit beaucoup de choses très importantes sur lesquelles je reviendrai, ou bien on reviendra éventuellement plus tard lors de la période d'échange. Donc, je vais passer la parole à Constant. Constant qui va nous donner son point de vue d'ingénieur en télécom et de Camerounais. Donc, mon cher Constant, à vous la parole. Oui, merci Raoul. J'ai peut-être eu la chance de participer dès 1993-1995 aux prémices de
développement de l'Internet au Cameroun et même en Afrique. Donc, ça m'a permis un peu de voir l'évolution au fil du temps. Et je dois dire que, comme les autres ont dit, l'Internet n'a pas été créé en Afrique. On s'est connecté à l'Internet et ça a apporté beaucoup d'améliorations dans le développement des services. Mais je dis, on est parti de loin, comme les autres l'ont souligné tantôt. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises ça et là dans les différents pays, comme l'a signalé notre sœur Fatou. Mais ça reste que il faut mettre tout cela ensemble. L'infrastructure, les appareils pour se connecter, les data centers, et les créateurs d'applications, parce que c'est interdépendant. Si on n'a pas d'infrastructure bien développée, ça ne peut pas permettre le développement du reste de l'écosystème. Et si on n'a pas les développeurs de services, on a l'infrastructure, on n'a pas du trafic dessus pour justifier les investissements. Et si on n'a pas aussi permis à la population d'avoir les appareils qu'il faut pour utiliser ces services, il n'y a pas du monde pour accéder, même s'il y a de l'infrastructure et des services. Et s'il n'y a pas de data center pour héberger les applications des développeurs, ça ne motive pas les créateurs parce qu'ils doivent héberger à distance. Et quand on n'a pas l'interconnexion qu'il faut en local, ça veut dire que les trafics doivent contourner par les pays étrangers avant d'arriver. Le délai d'accès est faible et le client il va aller solliciter les services ailleurs plutôt que ceux qui sont développés localement. Donc, ça veut dire on a fait des choses, mais il faut à un moment donné regarder tout l'ensemble et bouger les pions ensemble. Donc ça, c'est le regard que je vois sur l'Afrique. Et vous voyez donc que si tout ça ne fonctionne pas bien, on reste encore trop client. Quand je vois sur Internet, on a trop développé l'infrastructure d'accès. Donc si je prends le cas du Cameroun, on a beaucoup développé les câbles sous-marins. On a beaucoup de bandes passantes, je pense qu'il est même sous-utilisé. Au niveau de la connexion internationale. Il y a aussi un projet en cours, je pense, pour avoir le satellite. Il y a certains pays africains qui ont déjà mis les satellites. Mais tout cela, s'il n'y a pas une industrie qui fait du contenu, qui fait des applications qu'on va vendre à l'extérieur, ça reste juste une infrastructure pour aller consommer ce qui est produit ailleurs. Donc, il y a du positif au niveau des infrastructures, comme je dis, et il faut juste faire des bons choix et penser aussi aux appareils pour accéder. Il faut connecter bien sûr les personnes en rural, mais lorsque j'ai vu des statistiques dernièrement où on disait les personnes qui ont des smartphones au Cameroun, ils sont en Afrique en général, le pourcentage était encore très faible. Et si on combine ça avec l'infrastructure qui n'est pas très à point, on voit bien que le pourcentage qui peut vraiment l'exploiter pour commercialiser un service reste encore très faible. Donc, c'est là où je vois un peu les défis. Et maintenant, je pense aussi que, on a dit tantôt, il y a un problème que j'observe aussi, c'est que chez nous, on a tendance à avoir des personnes qui restent à des postes longtemps, des fonctionnaires qui... or, l'innovation, c'est la jeunesse. Il faut à un moment donné mettre tout ce sang neuf dans la machine pour permettre que ça avance un peu plus vite. Donc, voilà globalement comment je vois la situation aujourd'hui au Cameroun et peut-être aussi dans les pays environnants. Merci. Merci Constant. Tu as mis le doigt sur des éléments très importants dans le débat sur la transformation numérique et des éléments qui me parlent en particulier. Il s'agit des facteurs géopolitiques comme la souveraineté numérique ou bien les facteurs institutionnels parce que tu as parlé de la culture de rotation,
de l'environnement politique et institutionnel qui a un impact sur la capacité d'innovation des écosystèmes numériques. Donc, ce sont des enjeux très importants auxquels il faut souvent penser parce que on parle de révolution numérique, de liberté, de libération, mais derrière se cachent également des rapports de dépendance, une asymétrie des rapports. Et je vois, Douglas, beaucoup de questions filtrent sur ton visage. Prends ton mal en patience. Et je vais passer la parole à Hamza et pour te permettre de répondre, de terminer ce premier tour de table. Ensuite, on va échanger rapidement. Hamza, merci. Bon, je pense que mes amis ont très bien mis le doigt sur les challenges et je crois qu'effectivement, on est tous d'accord là-dessus, quel que soit le pays dans lequel on évolue. J'ai pas eu la chance, comme mes amis, de peut-être évoluer dans autant de pays, mais pour ce qui concerne le Maroc, je confirme qu'on est complètement au même niveau. Je crois qu'il y a des choses excellentes qui sont en train de se produire aussi et qui, pour ma part, me donnent beaucoup d'optimisme et me donnent raison d'être optimiste. Dernièrement, on a construit le plus grand data center d'Afrique. On a des écoles de tech et de coding qui poussent de plus en plus vite. Une logique partenariale entre les acteurs publics et les acteurs privés autour de la transformation digitale. Je pense que tout ça, ce sont des éléments qui forcent à l'optimisme. Et je crois que je vais finir là-dessus, en fait, pour ne pas rester dans les challenges, mais plutôt dire où se trouvent, à mon sens, les opportunités aujourd'hui, puisque donc l'expérience qu'on a eue jusqu'à maintenant, elle m'a démontré aux deux échelles, à savoir individuelle, donc de mes étudiants, en fait, des gens qui sont passés par nos plateformes, mais aussi collective, que on peut faire du leapfrog, qu'on peut faire des vrais bonds en avant aujourd'hui, et je crois qu'elle est là l'opportunité. L'opportunité que nous avons, c'est qu'effectivement, on part de loin, que tout est à construire, mais que nous avons la possibilité très rapidement de bénéficier de toutes les expériences qui ont déjà eu lieu avant nous, et donc de faire des choix technologiques, de faire des choix organisationnels. Vous avez parlé tout à l'heure de révolution sociétale. Je trouve que c'est peut-être le sujet le plus intéressant, au-delà de tout ce qui est technique et technologique, de dire quelle société on est en train de construire. Est-ce que le numérique va être source de nouvelles fractures et d'inégalités encore plus fortes, ou est-ce qu'il va être source d'inclusivité? Et ça ne tient qu'à nous. Quand je dis nous, c'est pas uniquement nous les acteurs locaux en Afrique. C'est aujourd'hui, on est Montréal Connect, génial. On parle avec des gens probablement qui sont au Canada, qui sont pas forcément que de la diaspora, mais aussi des Canadiens ou d'autres. Et en fait, nous, c'est nous tous, donc y compris vous. Et pourquoi? Parce que les chaînes de valeur aujourd'hui dans le numérique, elles sont immédiatement mondiales. J'ai des jeunes qui sortent de chez moi dans le bootcamp et qui tout de suite vont aller travailler en remote pour des startups, dépendamment s'ils sont francophones ou anglophones, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et donc, honnêtement, ça, c'est quoi? C'est des proof of concept, d'une certaine manière, pour rester dans notre langage startup et agile. Des proof of concept que, oui, effectivement, ce genre de choses sont non seulement possibles, elles existent déjà, et elles mériteraient d'être développées et vraiment structurées avec une logique de partenariat, tout simplement, entre nous tous. Parce qu'on doit s'aligner justement sur cette nouvelle société de l'abondance à créer, dans laquelle tout le monde a sa place, et avec un numérique inclusif, qui peut être très bonnement solution pour les problèmes d'analphabétisme qu'on a sur le continent. Tout à l'heure, tu parlais d'analphabétisme. En fait, le numérique peut être une source extraordinaire. J'ai un exemple qui est le projet Dianou au Maroc, où en fait, avec des micro-smartphones fabriqués ici, ils arrivent à aider des femmes dans le rural à commercialiser leur production artisanale, alors que c'est des femmes qui sont illettrées. Donc, ils ont utilisé un système d'icônes hyper visuel pour leur dire quand une commande arrive, quand une commande est à livrer à la poste, et avec un fonctionnement d'écosystème local dans leur village. Et ça, c'est des choses qui sont extraordinaires. Et forcément, on n'est pas forcément au courant. Mais tu vois, je me dis, dans le cycle de vie de l'innovation et de cette transformation digitale, pour moi, on a fait beaucoup de proof of concept aujourd'hui. Et je sens qu'on est un peu au moment où on doit investir pour sortir de cette immaturité et rentrer dans des choses qui sont beaucoup plus systémiques. Et je suis très heureux d'être réuni avec vous parce que c'est peut-être nous, ces acteurs-là, et c'est vraiment une invitation que j'ouvre de dire, travaillons ensemble.
vraiment travailler ensemble. Merci Hamza, merci pour ta réponse. Tu as anticipé le prochain point de la discussion, mais merci à vous quatre pour ce premier tour de table. Et je dois dire que les grandes pages du livre blanc de la transformation numérique à proposer aux dirigeants africains, il est en train de se remplir. Parce que c'est à travers vos éclairages, vos réponses, vos expertises, je crois qu'il y a de la matière. Et Douglas, avant de passer à l'autre question, peut-être si tu as des commentaires, des réactions ou des questions aux panélistes, je t'invite à le faire rapidement, en 1-2 minutes. Alors, moi, je voudrais simplement revenir sur le côté macro-micro qu'a exposé tout à l'heure Mme Fatou, et donner peut-être deux exemples concrets, à mon avis, de ce vers quoi il faut tendre. Un exemple côté de la Tunisie, et un exemple du côté du Bénin. On a là, au niveau macro, cette fois-ci, on a 2 États qui font des choses, qui ne sont peut-être pas forcément connus, mais qui font des choses. La Tunisie en particulier, c'est très intéressant, parce que la Tunisie, c'est un pays d'11 millions d'habitants. Et pour 11 millions d'habitants, vous avez 11 technoparcs. Wow. C'est un modèle. Hein. Vous avez 11 technoparcs. Vous avez 200 établissements d'enseignement supérieur. C'est-à-dire que depuis la révolution, depuis le printemps arabe, d'accord, depuis 2014, il se passe des choses. Vous avez 65 000 diplômés par an. L'âge moyen, c'est 31 ans. 31 ans. Donc, lorsqu'une entreprise étrangère vient en Tunisie, moi j'ai vu le travail en fait du commerce extérieur. Ils ont une agence qui fait le tour du monde et qui travaille et qui dit venez en Tunisie, on a telle facilité, telle possibilité, on a une population qui est jeune, on a des ingénieurs, etc. Ça, c'est un exemple à suivre. Donc, à mon avis, il faudrait que les autres États suivent cet exemple-là. Deuxième exemple que je voudrais donner, cette fois-ci en Afrique subsaharienne, c'est l'exemple du Bénin. Cédric en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis le travail de Madame la ministre du numérique. Ça fait déjà 4 ans, hein, vous savez. Un ministre qui reste 4 ans en place. Évident. Donc, en termes de gouvernance, c'est excellent. Il y avait une vision qui a été donnée, le Bénin révélé, et on a dit, voilà, pour révéler le Bénin, il faut ça, ça, ça. Et la ministre du numérique, elle fait le boulot. On a des e-services aujourd'hui, des entreprises aujourd'hui, elle a des registres de commerce, c'est en ligne. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est extraordinaire. Donc voilà, 2 exemples au niveau macro, qui, à mon avis, ce sont des exemples à suivre. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est encourager nos gouvernants à suivre simplement ces exemples-là. Voilà ce que je voulais pouvoir dire au niveau d'exemples concrets de ce que des États, parce qu'effectivement, le macro est très important, peuvent réaliser. D'accord. Merci Douglas. Nous allons passer à la deuxième question. Alors là, nous allons changer un petit peu d'ordre de discussion parce qu'on va quitter un petit peu l'analyse de l'existant et de la réalité pour faire la prospective. On va laisser l'histoire qui se fait pour penser à l'histoire qui va se faire. Et donc, dans cet ordre, je vous demande, est-ce que vous pensez que le continent africain peut exercer un leadership au niveau mondial dans le numérique? Est-ce que le continent africain a des ressources, a du rôle, quel est le rôle dans le leadership mondial? Est-ce que le continent africain peut-il exercer un leadership dans le numérique mondial? Et quel est le rôle de la jeunesse dans cet ordre-là? Ces jeunesses qui nous écoutent, parce que Montréal Connect, à travers la formule Access, que je salue et je salue le travail de l'équipe du Printemps numérique, offre la possibilité à des jeunes des pays en développement de participer à Montréal Connect. Donc, à ces jeunesses qui nous écoutent à travers le monde, a-t-elle des ressources, a-t-elle des motivations, des raisons d'espérer, de croire à un leadership africain au niveau mondial sur le plan du numérique? Dans la locomotive de la transformation numérique, l'Afrique peut-elle rêver de prendre la première place? Merci. Et on va reprendre notre ordre de rotation. Mme Fatou. Ah, le micro. Le micro. D'accord. Vous m'entendez? Oui. Oui.
Pour moi, honnêtement, je dirais qu'on doit même plus se poser la question de l'espoir, en fait. L'espoir est là. La jeunesse nous a prouvé à maintes reprises qu'aujourd'hui, que la motivation est là, qu'ils ont cette soif d'apprendre et ils sont à la recherche aujourd'hui de partenaires pertinents qui puissent les guider vers le futur qu'on veut construire ensemble. Je m'explique. Tout à l'heure, j'ai parlé de mise à niveau du capital humain. Pour moi, ça fait partie des conditions sine qua non qui nous permettront aujourd'hui de pouvoir aspirer à cette transformation numérique et de devenir leader. En fait, les ingrédients pour être leader sont là. On a une jeunesse. Je pense que la population de l'Afrique est la plus jeune au monde, si on regarde. Donc, l'espoir est là, la jeunesse est là, la force est là, l'intelligence est là. Le deuxième point, c'est aujourd'hui, nous avons fait un constat. C'était l'objet de la première question. Nous savons ce qui ne va pas dans nos écosystèmes. Nous savons aussi ce dont on a besoin pour avancer. La seule chose qui nous manque, c'est quels vont être les acteurs, qui seront les porteurs de projets, qui seront ceux qui vont croire et investir en ce projet-là, qui est un projet commun d'avenir. Et aujourd'hui, quel va être en fait le rôle de nos organisations? Parce que moi, je crois que tout cela est faisable. On peut atteindre ces objectifs, mais encore une fois, c'est à nous de mettre en œuvre l'environnement qui va bien. Parce que pour moi, le cadre réglementaire reste très problématique. On a parlé de data centers en local. Moi, j'en ai vu des data centers en local. Après, ce qui m'inquiète, c'est ce que ça vaut. Est-ce qu'aujourd'hui, on se mesure par rapport à nos concurrents de l'Occident, on va dire, au niveau entreprise? Parce que si on veut aujourd'hui être leader, il faut qu'on soit au courant de ce que l'écosystème a comme potentiel. Qui sont nos concurrents? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Et nous, comment on peut se positionner? Moi, je ne crois pas à un leadership qui va se faire du jour au lendemain si nous n'essayons pas d'être leaders chez nous-mêmes. Proposons des services qui répondent à nos besoins. On crée des applications, créons les applications qui répondent à nos besoins. Il ne faut pas qu'on soit dans cette… OK, il faut rêver, mais il faut rester aussi réaliste. Nous avons encore beaucoup de mots auxquels on n'arrive pas à trouver des réponses. Donc, essayons déjà, à travers la technologie numérique, d'apporter des réponses à nos propres besoins. Et comme ça, on pourra prétendre pouvoir exporter quelque chose, avoir une intelligence, une connaissance aujourd'hui qui va séduire le reste du monde et qu'on puisse s'exporter. Ce que fait la Tunisie est énorme. Maintenant, il faut qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la fuite des cerveaux, parce qu'il faut qu'on arrive à garder quand même certains de nos talents pour pouvoir nous développer. Donc, pour moi, ça va être un mix de tout et surtout, qu'on mette en place l'environnement qui va favoriser la culture digitale. À la fois pour les analphabètes, à la fois pour ceux qui sont instruits. Parce que la nature de délivrer les connaissances, la nature de sensibiliser l'autre ne passe pas seulement par la parole, ne passe pas seulement par l'écrit. Il y a d'autres sens qu'on doit utiliser aujourd'hui pour pouvoir permettre à une partie de la population de pouvoir accéder et aussi d'être des acteurs de cette transformation numérique. Donc, pour moi, les ingrédients sont là, l'espoir est là et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas aspirer à un leadership africain sur le domaine numérique. Merci, Mme Fatou. Cédric? Je vais y aller sans transition pour faire court. Pour moi, l'espoir, il est là, comme l'a dit Mme Fatou, mais à mon sens, ça prend un certain nombre d'éléments. L'avantage, en fait, les points positifs de l'Afrique, c'est la jeunesse de sa population. Ça, c'est un point fort parce que c'est de la main-d'œuvre, d'apprentissage pour faire des choses, tenter des choses, innover. Deuxième chose, c'est la démographie de l'Afrique. On est quand même plus d'1 milliard. Donc, c'est un marché qui peut se suffire à lui seul pour faire croître n'importe quelle entreprise si les bases sont mises pour permettre aux entreprises de se développer. Troisième chose, c'est la volonté des parties prenantes, notamment des États, d'assainir l'environnement des affaires et de promouvoir les investissements, à la fois pour les locaux comme les étrangers. Mais tout cela, selon moi, ces trois aspects, ces trois facteurs que je viens d'évoquer sont importants, certes, mais ne valent rien si l'Afrique n'intègre pas sa culture dans
sa volonté de transformation numérique. On ne peut, à mon sens, jamais vendre de la technologie cloud plaquée comme c'est aujourd'hui aux Occidentaux. Par contre, une technologie cloud à la sauce africaine, on peut l'exporter beaucoup plus facilement et beaucoup plus de façon identitaire. Merci. D'accord. Merci Cédric. Constant? Oui, je dirais que l'Afrique, et notamment la jeunesse africaine, a prouvé son talent au moins une fois. Et si je prends l'application Mobile Money, il faut dire que l'Afrique a vraiment été précurseur, pionnier dans cette solution. Peut-être parce qu'on dépend aussi beaucoup du mobile en Afrique. Et le fait qu'on dépend beaucoup du mobile en Afrique, ça veut dire que c'est le bon champ d'expérimentation des solutions mobiles. Et vous allez constater, il y a beaucoup de jeunes qui créent des solutions en Afrique, qui innovent, comme notre jeune Cédric. J'en vois beaucoup qui présentent des innovations comme ça en Afrique, mais il y a encore une difficulté à industrialiser ça, même au niveau local, et puis des choses qu'on peut vraiment exporter. Mais, donc, il faut que les moyens soient mis à disposition pour industrialiser toute cette créativité qui est là. D'autre part aussi, je suis peut-être à l'étranger et je constate que les talents africains, malheureusement, on dit parfois qu'il y a un problème de compétences en Afrique, mais en fait, c'est que les compétences sont allées ailleurs. Dans les compagnies occidentales, on trouve des Africains aussi qui travaillent au même niveau que ceux qui sont du Canada ou des États-Unis. Et donc, on a une jeunesse qui a du talent, mais qui, comme on voit dans le domaine du football, on a de très bons footballeurs, mais qui jouent dans des clubs européens et qui font le beau temps pour les clubs européens. Donc, il est temps aussi qu'on crée des grands clubs chez nous, des grands investisseurs qui vont créer des grandes entreprises, qui vont faire ramener ces jeunes pour créer des solutions en Afrique. Et là, vraiment, le leadership qu'on a déjà et qui n'est pas localisé en Afrique va vraiment être basé en Afrique. Donc, c'est un peu comme ça que je peux juger la situation. Merci. Merci, Constant. Hamza? Alors, c'est une question qui est vraiment hyper intéressante. Et je vais commencer par poser une question pour y répondre. Et ma question, c'est, en fait, est-ce qu'on pose cette question du point de vue du système de valeurs occidental, qui est basé sur la compétition, sur qui va être le premier, sur que le meilleur gagne, ce genre de choses? Ou est-ce qu'on va poser la question du point de vue des valeurs africaines, qui sont plutôt des valeurs de solidarité, de savoir vivre ensemble, d'hospitalité, de coopération? Et je crois qu'aujourd'hui, notre opportunité, c'est d'utiliser toutes ces technologies, tous ces processus d'innovation, tous ces partenariats, pour pouvoir vraiment réhumaniser un petit peu tout ça, et puis revenir vers, effectivement, prendre le lead mondial sur un système de valeurs qui met d'abord et avant toute chose le bien-être ensemble, le bien vivre ensemble, la solidarité, la réduction des inégalités, l'inclusivité, le fait de tenir compte de tout un chacun. Et je crois que là, l'Afrique a quelque chose à faire. C'est notre siècle, de ce point de vue-là. Et donc, mon appel, il est là-dessus. Mon appel, il est de dire, OK, si j'ai envie de me battre contre les Américains sur la data, je pense que je suis 40 ans en retard. OK, c'est peut-être un peu trop tard parce que je ne vois pas un Microsoft naître en Afrique ou un Google naître en Afrique, ce n'est pas demain la veille. En revanche, j'ai peut-être d'autres modèles à créer en tant qu'Africain et qui, moi, me conviennent très bien parce qu'ils sont basés sur des intentions qui sont celles de bien vivre ensemble sur Terre. Et puis, franchement, qu'est-ce qu'on va aller chercher plus loin que ça? Moi, ça me suffit, personnellement. Et je crois que c'est ça le message à faire passer aujourd'hui à notre jeunesse et à notre diaspora aussi. Parce que je vois aussi beaucoup, on parle énormément de fuite de cerveau. Et bien, moi, je vois énormément de Marocains qui veulent revenir très, très vite dans leur pays parce qu'ils n'en peuvent plus du système de valeurs européen. Et qui veulent rentrer pour être près de la famille, pour être dans leur communauté, pour sentir qu'ils ont besoin de donner du sens à leur vie. Et je crois que les Marocains ne sont pas les seuls. C'est le cas aussi de plein d'autres gens qui veulent rentrer et reconstruire. Et donc, je crois que voilà, elle est là notre opportunité. Et encore une fois, je dis tout ça et je dis qu'il faut le faire en coopération avec le monde entier.
Parce qu'on doit être les champions de la coopération intelligente. Pas une coopération de consommateurs, mais une coopération de coproduction. Merci Hamza. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. C'est passé tellement vite, Douglas. Donc, nous pourrions continuer l'échange ailleurs sous d'autres formats. Donc, merci à tous d'avoir participé à notre table de discussion. Merci Douglas, merci Montréal Connect, vous avez été génial et à très bientôt, au plaisir.